Bonjour, bienvenue au cours Droit, justice et égalité de l'hiver 2021. Mon nom est Christiane Bellé et je vais être votre enseignante pour la session. Le cours va être un cours d'introduction à la philosophie du droit et à certains des enjeux contemporains en éthique et en philosophie politique. Le cours va être divisé en trois parties. La première partie, ça va être sur les fondements philosophiques des droits et libertés démocratiques, comme la liberté de conscience et de religion. Le deuxième cours sur la liberté d'expression. Le troisième sur la liberté d'association et de réunion pacifique. Et le dernier cours avant la semaine de relâche, on va se pencher sur le droit à la vie privée. En revenant de la semaine de relâche, on va se questionner sur la liberté de mouvement, particulièrement sur la question est-ce qu'on doit ouvrir les frontières. Mais c'est certain qu'avec l'épidémie de COVID-19 qu'on a actuellement, ces droits-là prennent un sens différent dans le sens où nos sociétés, nos États limitent plusieurs de ces droits, notamment la liberté de mouvement. Donc, si vous décidez de vouloir travailler sur ce thème-là, vous êtes absolument les bienvenus. Ensuite, dans la deuxième partie du cours, on va se pencher sur les questions qui sont plus appliquées, notamment la question de la discrimination et des politiques de discrimination positive, ce qu'on appelle les affirmative action en anglais. Et enfin, la troisième partie du cours, elle va être centrée sur ce que j'appelle les frontières de la justice. On va lire un texte de Will Kimlicka qui questionne les frontières entre les droits humains et les droits des animaux. On va étudier une étude de cas sur le confinement solitaire des humains et des animaux. Ensuite, dans le cours numéro 9 sur les deuxièmes frontières de la justice, on va se pencher sur la participation citoyenne des enfants, des personnes en situation de handicap et des animaux domestiqués. Et on va finir ça sur la question, est-ce que les générations futures devraient avoir des droits? On va se concentrer en particulier sur les procès climatiques. Actuellement, il y a des enfants qui traînent leur gouvernement à court pour n'avoir pas pris au sérieux la menace climatique. Et on va finir le cours sur la désobéissance civile. On va se demander si c'est parfois moralement acceptable de désobéir à certaines lois. Je vous encourage immédiatement à commencer à penser au thème qui vous intéresse parce que vous allez devoir travailler sur deux thèmes plus en profondeur, un pour votre présentation orale et un autre pour votre dissertation, votre travail critique de fin de session. Donc, la classe virtuelle va se réunir sur Zoom tous les mercredis de midi à environ 1h20 pour un cours en direct synchrone. Et le cours du lundi, lui, va être remplacé par des quiz de lecture et une participation au forum en ligne. Donc, un aperçu des évaluations pour ce cours. euh, on va commencer par des quiz de lecture qui vont valoir 20% de votre session. C'est à chaque semaine, vous devez répondre à un mini questionnaire au sujet du texte à l'étude. Il va être très simple si vous avez pris la peine de lire le texte. Vous allez devoir répondre à des questions à choix multiples et identifier un élément du texte avec lequel vous n'êtes pas d'accord, que vous n'avez pas compris ou qui vous paraît important. Et cette dernière question-là, vous pouvez la reprendre pour la partager avec la classe sur le forum de discussion. Donc, après la présentation étudiante du mercredi, il va y avoir une étude de cas qui va être proposée et vous allez devoir prendre part à la discussion en classe et sur le forum de discussion. Ensuite, la troisième évaluation va être une présentation étudiante. Donc, vous allez être invité à présenter un des textes, une présentation assez courte d'une durée de 15 minutes. Je vais tout vous donner les détails plus tard. Ensuite, vous avez votre dissertation finale qui est en fait un commentaire critique sur un des textes à l'étude et on va fonctionner en deux étapes. Premièrement, vous allez me remettre un plan de la dissertation, donc une première version en fait de votre dissertation qui va inclure vos arguments mais également votre bibliographie. Moi, je vais la corriger puis je vais vous donner des recommandations pour votre dissertation finale. Donc, la dissertation finale elle-même, elle va devoir 25% et ça va être un commentaire critique sur un des textes à l'étude et ça devrait être relativement facile si vous avez bien remis votre première version de dissertation. Et enfin, on va finir avec un examen final en ligne qui va être une compréhension des textes
qui vont avoir été lus durant la session. Ça va beaucoup ressembler à nos quiz de lecture. Il y a même plusieurs questions que je vais reprendre dans les dans les quiz de lecture. Donc, si vous avez bien participé au cours, l'examen final devrait être assez facile. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, dans votre travail de fin de session, mais aussi dans vos interventions en classe et sur le forum, vous allez souvent avoir à donner votre opinion dans ce cours. Et c'est important d'apprendre à donner une opinion qui est bien argumentée. Donc, dans cette capsule-là, on va passer en revue les principes, les recommandations, des trucs sur l'éthique et la logique de l'argumentation. Parce que les sujets qu'on étudie dans le cours, ils soulèvent des enjeux fondamentaux et des discussions qui sont vraiment passionnées dans la société. Fait qu'un des buts de ce cours-ci, c'est de vous aider à participer aux débats sociaux et politiques. Donc, c'est une des compétences à développer dans le cours, euh, celle de savoir communiquer son opinion argumentée sur les enjeux normatifs, donc liés au droit, aux politiques, à l'éthique, au domaine juridique. Donc, qu'est-ce qu'une opinion argumentée? Premièrement, une opinion argumentée, c'est une opinion qui est bien informée, qui se base sur des sources fiables et des experts. Donc, informez-vous auprès de gens qui savent de quoi ils parlent ou des sites qui sont crédibles, comme Wikipédia, c'est une bonne source. Vous pouvez toujours aller vérifier en bas des pages Wikipédia pour avoir la source originale. Assurez-vous aussi que les informations sont corroborées par d'autres, que la personne que vous lisez n'est pas la seule personne à dire ça et que cette personne-là n'est pas en conflit d'intérêts, donc elle ne tire pas un avantage à vous faire croire telle ou telle chose. Deuxièmement, une opinion bien argumentée, c'est une opinion réfléchie. Donc, il ne faut pas vous limiter à vos intuitions de départ. Réfléchissez aux autres perspectives. Assurez-vous de chercher différents points de vue sur différentes opinions sur le sujet que vous étudiez. Et enfin, une opinion argumentée, c'est une opinion qui est appuyée sur des raisons et des justifications ou qui peut être illustrée avec des exemples. Donc, c'est sûr que c'est parfois utile de faire appel à notre expérience personnelle. Par exemple, quand on dit, ben moi, je crois ça parce qu'il m'est arrivé telle ou telle chose. Mais c'est important de savoir que c'est informatif, ça peut être important dans un débat, mais ça, c'est pas une raison, une justification publique. Il faut donner des raisons pour lesquelles les autres devraient croire telle ou telle chose et non pas simplement pourquoi vous y croyez. Ensuite, lorsque vous argumentez dans un débat ou écrivez un texte d'opinion, donc un texte argumentatif, essayez de suivre les principes du texte argumentatif du philosophe Paul Grice. Il appelait ça un principe de coopération conversationnelle. Premièrement, assurez-vous d'être pertinent. Quand on vous lit, quand je vous corrige, je ne dois pas avoir à me demander, mais pourquoi est-ce que cette personne-là dit ça? Assurez-vous aussi d'être clair. Je ne devrais pas avoir à me demander, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Et troisièmement, soyez informatif. Expliquez-nous pourquoi on devrait croire ce que vous dites. Et soyez bref. Donc, n'en dites pas plus que nécessaire et évitez de vouloir tout dire. En ce qui concerne la quantité d'informations à transmettre, Paul Grice recommandait de faire une contribution aussi informative que nécessaire, mais pas plus informative que nécessaire. Et moi-même, en fait, je vais devoir faire attention à ça parce que j'ai aussi tendance à vouloir donner trop d'informations. Ensuite, c'est important d'interpréter charitablement les propos avec lesquels vous êtes en désaccord. C'est ce qu'on appelle faire preuve de générosité interprétative. Éviter de caricaturer la position adverse. On appelle ça un sophisme de la caricature. Ça consiste à attaquer une version faible ou ridicule de la thèse adverse. Un exemple, imaginez un politicien américain qui est en faveur des soins de santé gratuits et son adversaire, un autre politicien, lui dit: Voyez, il est en faveur du communisme. Évidemment, c'est une caricature parce qu'on peut très bien être en faveur d'un soin de système, un soin de santé, un système de soins de santé universel, comme au Canada, sans être communiste. Un autre exemple, c'est, on pourrait imaginer une politicienne qui refuse d'augmenter le budget de l'armée et un autre qui dit, voyez, mon adversaire, il veut laisser notre pays sans défense. Ça, c'est un sophisme de la caricature parce que elle voulait pas couper complètement le budget de l'armée, mais seulement ne pas l'augmenter. Donc, c'est très difficile à faire, mais c'est très important.
Essayez aussi d'éviter d'attribuer des mauvaises intentions à l'autre personne. Par exemple, de penser qu'elle dit telle ou telle chose parce qu'elle déteste un certain groupe. Elle est xénophobe ou islamophobe. Donc, prêtez toujours les meilleures intentions possibles à l'autre personne, puis reformulez ses propos pour être certain, certaine de bien les comprendre avant de les critiquer. Et enfin, éviter les attaques personnelles. Il faut toujours s'en prendre à la thèse, donc à ce que l'autre personne dit, et non pas à la personne elle-même, à ce qu'elle est. Le principe de charité interprétative est souvent simplement appelé le principe de Mill. Parlons fait référence à John Stuart Mill, un des pères du libéralisme, un philosophe politique et très important. Il soutenait que une doctrine n'a pas été jugée tant qu'elle n'a pas été jugée dans sa meilleure formulation. Le philosophe contemporain Daniel Dennett, il recommande d'exprimer en fait la position de l'adversaire d'une manière qui est tellement claire et juste que cette personne-là dirait merci, j'aurais aimé ça avoir pensé à cette formulation-là moi-même. Donc, si l'autre a l'impression vraiment que vous comprenez sa perspective et que vous n'êtes pas d'accord, vous avez beaucoup plus de chances de commencer à le convaincre. Enfin, essayez d'accepter la critique et de tolérer les désaccords. Les désaccords sont inévitables dans des sociétés ouvertes et libres et pluralistes. Il y a beaucoup de conceptions de la vie bonne différentes, donc différentes conceptions du bien et du juste. Et les critiques sont essentielles au débat démocratique. Il faut apprendre à les accepter, même lorsqu'elles sont exprimées d'une façon parfois maladroite. Ça arrive assez souvent. Essayez de ne pas réagir instantanément à une critique qui vous est adressée, mais de prendre le temps de la digérer. Et en même temps, ça va vous aider à mieux la comprendre et encore mieux lui répondre. Donc, évitez de prendre la critique trop personnellement aussi. Donc, lorsque quelqu'un vous contredit, ça ne signifie pas qu'il ne vous respecte pas. Au contraire. Et soyez toujours ouverte à la possibilité d'avoir tort et de devoir changer d'opinion. Changer d'idée, ça ne fait pas de vous autres des personnes inauthentiques, mais des personnes ouvertes d'esprit, humbles et honnêtes plutôt que dogmatiques et bornées. Mais je sais que c'est très difficile d'admettre qu'on a tort, puis personne n'est infaillible. Il faut essayer de faire preuve d'humilité et de considérer qu'on est toujours en situation d'apprentissage puis d'évolution. Et moi-même, je vais essayer de suivre ce conseil-là et de ne pas aborder ce cours-là comme un cours magistral dans lequel moi, je vous pose des questions auxquelles j'ai les réponses. Mais je veux apprendre de vous, je veux qu'on avance ensemble sur des sujets fondamentaux qui n'ont pas de réponse définitive. Et enfin, distinguer l'argumentation critique de la polémique. L'argumentation critique, ça se distingue de la polémique et de la polarisation par la volonté de se comprendre, même si on ne s'entend pas, donc même si on n'est pas d'accord, et de continuer à vivre ensemble au-delà de nos différences d'opinion et de convictions. Pour terminer, essayez de toujours vérifier si votre désaccord est factuel ou normatif. Donc, pour bien se comprendre, on doit savoir ce sur quoi on ne s'entend pas. Puis parfois, ce qui semble un conflit de valeurs, c'est en fait simplement un conflit d'interprétation des faits. McClure, il pense qu'en fait, une grande partie des débats autour de la laïcité et de la Charte des valeurs québécoises provient d'une façon différente de voir la situation. Il y a plusieurs personnes qui croient en fait que les valeurs démocratiques et égalitaires au Québec sont en péril à cause des religions, alors que Jocelyn McClure croit, lui, que c'est faux. On va en reparler dans le premier cours. Donc, essayez toujours, commencez par essayer de vous entendre sur les faits pour ensuite discuter de ce que nous devrions faire, donc en termes de politique ou de ce qu'il est bien ou mal de faire. Euh, pour déterminer si votre désaccord porte sur les faits, sur les états de choses dans le monde ou des valeurs, il faut apprendre à distinguer les jugements de faits et les jugements de valeurs. Donc, les jugements normatifs, moraux, juridiques ou politiques, ils concernent ce qui devrait être plutôt que ce qui est. Ils ne servent pas à décrire la réalité, mais à l'évaluer ou à prescrire la manière dont elle devrait être. Et les jugements descriptifs, qu'on peut appeler factuels ou empiriques, ils portent sur ce qui est, sur ce qu'on peut vérifier. On peut normalement vérifier s'ils sont vrais ou faux. Euh,
Les jugements normatifs ou évaluatifs, ils expriment une norme et une valeur ou une valeur et ils utilisent souvent des verbes à l'impératif comme il faut, tu dois ou des mots comme bien, mal, acceptable, blâmable, juste, injuste. Ils ne servent pas à décrire la réalité, mais vraiment à faire des jugements, à prescrire comment, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment la réalité devrait être et non pas comment la réalité est. Par exemple, si je dis Carole a menti à Marie, ça c'est un jugement de fait, qui peut être vrai ou qui peut être faux. Mais si je dis Carole ne devrait pas mentir à Marie, ça c'est un jugement, ça c'est j'énonce une norme ou une valeur. Un autre exemple, on pourrait dire la peine de mort n'est pas dissuasive, elle décourage pas vraiment les gens à commettre moins de crimes graves. Ça, c'est un jugement de fait qui peut être vrai ou faux. On peut vérifier ça avec des méthodes scientifiques. Tandis que si je dis la peine de mort est injuste, c'est un jugement de valeur. Je ne peux pas aller vérifier dans le monde si c'est vrai, je dois donner des justifications et des raisons qu'on devrait croire que c'est injuste. Donc, alors que le jugement de fait, c'est quelque chose qui a lieu ou non, qui peut être vrai ou faux, qu'on peut essayer de décrire et d'expliquer. Une norme, ça énonce ce qu'il faut faire ou pas faire. Ça demande à être justifié à l'aide de raisons. C'est pas toujours facile de discerner avec précision ce qui relève des énoncés factuels ou normatifs parce que souvent, ça peut dépendre du contexte et de l'intention de la personne qui a émis l'énoncé. Voici un petit exercice pour distinguer les jugements de fait et de valeur. Je vous encourage à peser sur pause et à tenter de les identifier avant de continuer, et vous en aurez d'autres dans vos quiz. Donc, le jugement A, il existe des extraterrestres. Ça porte sur un fait qui peut être vrai ou faux, mais évidemment, on n'a pas beaucoup de preuves concluantes pour le moment, mais ça reste un jugement de fait, non pas un jugement de valeur. Tandis que le jugement B, il faut sauver la planète, c'est un jugement normatif parce que c'est une demande, c'est une injonction à se comporter d'une certaine manière. À strictement parler, c'est ni vrai ni faux qu'on doit sauver la planète, mais c'est en revanche une bonne chose pour ceux qui habitent ici, autant les êtres humains que les animaux. Le jugement C, lui, ça c'est donc le jugement C, c'est on devrait rétablir la peine de mort. Lui aussi, c'est un jugement normatif qui nous demande d'agir d'une certaine manière. Là encore, c'est un énoncé qui est ni vrai ni faux, puis on peut le juger plus ou moins légitime ou moralement souhaitable. Ensuite, le jugement D, cette chanson est belle. Ça, c'est un jugement normatif, mais dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'une norme morale, mais d'une valeur esthétique. Il y a aussi dans le domaine des arts qu'on utilise des jugements de valeur. Ensuite, le jugement E, se faire avorter, c'est commettre un meurtre. Ça, c'est un jugement normatif, mais qui est un petit peu plus difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas de il faut ou de tu dois. Il faut donc se demander si ce jugement-là, il décrit ou il dénonce et condamne quelque chose. Et là, évidemment, la clé, ça réside dans le concept de meurtre, parce qu'il n'est pas, normalement, le concept de meurtre n'est pas simplement descriptif. Il vient avec une charge normative. C'est pas comme dire se faire avorter, c'est supprimer la vie d'un fœtus. Parler de meurtre, ça implique une condamnation ou un blâme. En fait, le jugement F, nos lois protègent les mieux nantis. Ça aussi, c'est un énoncé qui est équivoque parce que ça peut être vrai ou faux. Que nos jugements protègent les plus riches, mais ça implique aussi, ça sous-entend une condamnation morale selon laquelle nos lois ne devraient pas protéger davantage les plus riches. Et finalement, le dernier jugement, les femmes ont le droit de vote. Cette phrase-là, elle a deux sens. Elle peut être entendue au sens moral ou légal. Puis ça, c'est le contexte qui va déterminer si c'est factuel ou normatif. Parce que si on dit ça il y a 100 ans, avant que les femmes aient le droit de vote, cette phrase-là, elle signifiait que les femmes ont le droit moral de voter, de voir leur voix compter politiquement et qu'elles donc elles devraient avoir le droit légal de voter. Une fois que les femmes ont obtenu le droit de vote, ce jugement de fait ce jugement-là est devenu un jugement de fait et non plus seulement un jugement de valeur. Ça nous mène à notre dernier principe, la différence entre le juste et le légal. Certains pensent que ce qui est juste, c'est ce qui est légal, que la justice, en fait, c'est la loi. Mais il faut bien distinguer ces deux notions. Il existe des lois injustes,
Pensons simplement aux lois qui permettaient l'esclavage ou la ségrégation. Donc, c'est pas parce que quelque chose est légal que c'est bien ou juste. Tout ce que j'ai le droit de faire n'est pas nécessairement juste. Par exemple, être méchante avec mon ami, c'est légal, mais c'est pas bien. Euh, j'ai le droit juridique d'insulter les gens, mais ça ne signifie pas que c'est bien d'insulter les gens. Cette distinction-là va devenir importante pour comprendre la position de Jocelyn McClure sur la liberté d'expression dans le cours numéro 2. Donc, c'est pas parce qu'on a le droit légal de dire quelque chose que c'est nécessairement bien à dire, bon à dire. Donc, le lien entre la justice et la moralité d'une part et la légalité de l'autre qui est complexe, mais idéalement, toutes nos lois seraient justes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est pas le cas? Quand il existe des lois injustes? Est-ce qu'on a le droit de désobéir aux lois lorsqu'on a une objection de conscience? C'est ça que pensaient Henry David Thoreau et Martin Luther King, qui considéraient en fait que la désobéissance civile, elle est justifiée sous certaines conditions. Par exemple, dans un État autoritaire qui emprisonne les opposants politiques. Critiquer le gouvernement, c'est illégal, mais c'est pas pour autant immoral. Au contraire, c'est même un devoir moral en un sens que de s'acharner à dénoncer les gens au pouvoir malgré le danger. On va revoir ça dans notre dernier cours de la session. Pour le moment, il suffit de se rappeler qu'il peut exister des lois injustes, mais aussi des lois qui n'existent pas et qui devraient exister. C'est ça qu'on va voir dans nos 3 cours consacrés aux frontières de la justice. Est-ce qu'il devrait y avoir des lois qui protègent mieux l'environnement? Est-ce que les animaux devraient avoir des droits? Est-ce que les générations futures devraient avoir des droits? Est-ce que les enfants devraient avoir le droit de voter, par exemple? Donc, il est important de bien distinguer les droits moraux et les droits juridiques. Pour se comprendre, lorsque vous faites appel au concept de droit, du droit de faire telle ou telle chose, clarifiez toujours si vous parlez d'un droit légal ou d'un droit moral. Voici un exemple d'une distinction importante entre les droits moraux et les droits juridiques. Les déclarations des droits humains, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, elle énumère des droits moraux que devraient avoir les personnes humaines partout dans le monde, mais ces droits-là n'ont pas force de loi, ils n'ont pas de valeur juridique. Ce sont des droits moraux et non pas légaux. Ils vont devenir des droits légaux seulement lorsque les pays vont les inscrire dans leur charte ou dans leur constitution. Au Canada, c'est la Charte des droits et libertés qui a force de loi. C'est même la loi la plus importante au pays. On va en reparler durant le cours. Si des lois sont en contradiction avec la Charte, elles sont normalement déclarées invalides ou inconstitutionnelles et annulées, à part lorsqu'elles dérogent de la Charte pour des bonnes raisons. Et dans ce cas-là, elles peuvent utiliser une clause dérogatoire ou une clause d'exception. Et c'est avec cette clause dérogatoire-là ou la clause non-obstant que la loi sur la laïcité du Québec a été adoptée il y a quelques mois et qui est actuellement contestée devant les tribunaux. Dans le cas des procès climatiques qu'on va aussi étudier, il y a plusieurs jeunes qui essaient de faire d'abord inscrire la protection de la nature et des droits des enfants et des générations futures dans leur constitution, pour ensuite poursuivre leur gouvernement devant les tribunaux pour les forcer à mieux combattre les changements climatiques et protéger leur environnement. Pour une bonne introduction aux droits fondamentaux de la personne, je vous encourage fortement à écouter ce petit vidéo de Amnesty France sur les droits humains. Il dure quelques minutes, il n'est pas très long. Donc, en terminant, pour le prochain cours, en fait, le cours du mercredi 20 janvier, je vous invite à lire des extraits du livre de Jocelyn McClure et Charles Taylor intitulé Laïcité et liberté de conscience. C'est des petits extraits assez courts, ainsi que leur conclusion qui a été publiée dans la presse. Ça, c'est une lecture obligatoire. Vous avez tous les détails sur eClass. Ensuite, une fois que vous avez fait les lectures, je vous invite à aller faire le quiz de lecture sur eClass que vous devez faire avant notre cours afin que je puisse les corriger et les utiliser pour notre cours. Et je vous invite aussi à choisir une date de présentation dans le calendrier et à regarder les thèmes qui vous intéressent parce que plus vite que vous choisissez, plus de choix que vous allez avoir pour le texte à présenter.
Et ensuite, je vous invite à écouter 2 balados, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligés. Un sur la laïcité du Québec c'est deux en français. Un qui est anti loi de la laïcité au Québec et un qui explique les origines de la laïcité et qui en fait défend le projet de loi québécois. Merci beaucoup.